Après 22 ans en tant que directeur de la sécurité informatique, j'ai demandé une augmentation de 12% à 55 ans. Le PDG a qualifié mon expérience de pensée obsolète et a suggéré une retraite anticipée. Un appel téléphonique plus tard, leur plus grand concurrent m'offrait 40% de plus. Au moment où ils s'en sont rendus compte. Avant que cette histoire ne commence, laissez-moi vous demander une chose. Vous. A-t-on déjà dit que vos 22 ans d'expérience n'étaient qu'une pensée obsolète, un frein qui empêche l'entreprise d'avancer? C'est ce qui m'est arrivé, un mardi matin, dans une salle de réunion vitrée qui coûtait plus cher que mon salaire annuel. Je m'appelle James Holloway, j'ai 55 ans, et je protège les réseaux d'entreprise depuis l'époque où la plupart des gens pensaient que le net était un filet pour pêcher du poisson. La réunion a commencé normalement. Je suis entré avec un dossier épais, rempli de rapports de sécurité, d'analyse de violations et de documents de conformité. 22 ans à prévenir des catastrophes qui n'ont jamais fait la une des journaux, tout simplement parce qu'elles n'ont jamais eu lieu. Mon patron, Brandon Pierce, 35 ans à tout casser, arborait son arrogance de la Silicon Valley, fraîchement sorti de son MBA à Stanford. Il a affiché ce sourire entraîné, celui qu'on vous apprend dans les écoles de commerce. Jim, a-t-il dit, en se renversant dans sa chaise comme s'il possédait le monde, parlons de la révision de votre rémunération. J'avais demandé une augmentation de 12%. Rien d'injustifié pour quelqu'un qui avait construit toute leur infrastructure de sécurité à partir de zéro, rien d'extravagant non plus pour quelqu'un qui avait empêché, à lui seul, 3 tentatives majeures d'intrusion au cours de la seule année écoulée. Mais Brandon avait d'autres idées. Le fait est, a-t-il poursuivi, que nous évoluons vers un modèle de sécurité plus agile. Détection des menaces par IA. Système de réponse automatisé. Le conseil d'administration estime que nous devons investir dans des solutions de nouvelle génération, plutôt que dans des approches obsolètes. Des approches obsolètes. C'est ainsi qu'il qualifiait 22 ans passés à protéger leurs données. Il m'a expliqué à quel point l'entreprise devait moderniser sa pensée, comment ma méthode rigoureuse sur les protocoles ralentissait l'innovation, et pourquoi il ne pouvait pas justifier un salaire plus élevé pour ce que l'IA pouvait accomplir plus vite, et pour moins cher. Puis est arrivée la cerise sur le gâteau, il m'a suggéré d'envisager une transition vers un rôle de conseiller. Ou peut-être d'explorer les options de retraite anticipée. Il a dit cela avec ce même sourire, comme s'il me rendait service. Je suis resté assis là, à écouter ce gamin qui n'avait jamais géré une vraie crise de sécurité. M'expliquer pourquoi mon expérience était dépassée. C'était le même type qui, le mois dernier, m'avait demandé pourquoi on ne pouvait pas simplement télécharger plus d'antivirus, lorsque nos défenses périmétriques avaient signalé une attaque sophistiquée. J'apprécie votre retour, lui ai-je répondu. C'est tout. Pas d'argumentation. Pas de contestation. J'ai ramassé mon dossier, puis je suis sorti. Mais quelque chose avait changé en moi. Pendant 22 ans, j'avais été le gars qui restait tard. Pour corriger les vulnérabilités, celui qui répondait aux appels à 3 heures du matin quand les alarmes se déclenchaient, et qui rédigeait des rapports détaillés que personne ne lisait jusqu'à ce que quelque chose tourne mal. J'avais été invisible parce que j'avais rendu la sécurité d'apparence facile. 2. Retour à mon bureau, j'ai fixé l'écran sans vraiment le voir. Le tableau de bord de surveillance du réseau indiquait que tout fonctionnait parfaitement. Des voyants verts sur toute la ligne. 0 incident, 0 interruption, 0 une. Dans les journaux. Tout cela parce que j'avais passé des années à concevoir des systèmes efficaces, même lorsque les gens commettaient des erreurs. Autour de moi, le bureau bourdonnait de son énergie habituelle. Les claviers cliquaient, les téléphones vibraient, les conversations tournaient autour des sprints agiles et de l'innovation disruptive, ces mêmes mots que Brandon m'avait lancés comme des armes. Pour tous les autres, c'était une journée de travail ordinaire. Pour moi,
quelque chose avait déjà pris fin. J'ai réouvert ce dossier. Page après page, s'enchaînaient des évaluations de menaces, des rapports de vulnérabilité, des audits de conformité, autant de preuves de problèmes enrayés. Avant qu'ils ne deviennent des catastrophes. Des chiffres qui ne signifiaient rien pour des gens qui mesuraient le succès à la rapidité de livraison des fonctionnalités, et non à la qualité de la protection de ce qui existait déjà. Mon téléphone s'est éclairé, signalant une autre alerte. Une anomalie mineure dans les schémas de trafic externe. Le genre de choses que je réglais habituellement en quelques minutes, de la simple maintenance de routine des remparts numériques qui protégeaient la société. Cette fois, j'ai fixé la notification un long moment, avant de m'en occuper. Cet après-midi-là, j'ai fait une chose que je n'avais pas faite depuis des années, j'ai ouvert mon ordinateur portable personnel, et j'ai parcouru mes anciens messages. Enfoui dans ma boîte de réception, se trouvait un courriel de Rebecca Torres, la responsable de la sécurité des systèmes d'information chez Cybershield Consulting. Elle m'avait contacté il y a 6 mois pour savoir si j'envisagerais un jour de changer d'entreprise. J'avais ignoré son message à l'époque, car la loyauté me liait à une société qui, visiblement, considérait cette fidélité comme une faiblesse. Cette fois, j'ai répondu. Sa réponse est arrivée en moins d'une heure. Professionnelle, mais chaleureuse. Pouvions-nous organiser un appel? Rien de formel, juste une discussion entre deux professionnels de la sécurité qui comprenaient la réalité du métier. Cet appel fut bien différent de toutes les conversations que j'avais eues au travail depuis des mois. Rebecca ne m'a pas interrogé sur mon âge, ni demandé si je pouvais faire face aux menaces modernes. Elle m'a posé des questions sur les tentatives d'intrusion que j'avais stoppées, sur les cadres de conformité que j'avais élaborés, et sur les protocoles qui avaient préservé les données de ses concurrents des mains de criminels. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprend que la sécurité ne consiste pas à aller vite et à tout casser, a-t-elle déclaré lors de notre appel vidéo. Il s'agit de comprendre que lorsque des choses se cassent dans notre secteur, des gens souffrent. Elle a expliqué l'approche de Cybershield, leur valorisation des connaissances institutionnelles, et leur conscience du fait que les attaques les plus sophistiquées utilisaient souvent de vieilles techniques jamais vues par les jeunes analystes. Pour eux, l'expérience n'était pas un coup de structure, mais un avantage concurrentiel. Lorsqu'elle a abordé la rémunération, les chiffres étaient supérieurs de 40% à tout ce que j'avais jamais gagné. Mais ce qui importait le plus venait après l'argent. Une autorité réelle pour constituer des équipes et fixer des politiques, un titre qui avait du sens. Directeur senior de l'architecture de sécurité. Plus important encore, elle m'offrait ce que Brandon ne m'avait jamais donné, du respect pour ce que signifie réellement l'expérience. Je n'ai pas accepté immédiatement. 22 ans d'habitude me dictaient de bien réfléchir, d'analyser tous les angles. Cependant, assis à la table de ma cuisine ce soir-là avec ma femme, Linda, la décision semblait évidente. Il ne voit pas ce que tu préviens, a dit Linda, en remuant lentement son café. Il ne voit que ce qu'il paie. Elle avait raison. Personne ne décroche de promotion pour des catastrophes qui ne se produisent pas. J'ai remis ma démission le lendemain matin. Un préavis de 2 semaines, propre et professionnel. Pas de drame, pas d'accusation, seulement une lettre simple, indiquant que mon dernier jour serait le vendredi 15 novembre. Je me suis rendu moi-même au RH et je l'ai remise à Sarah Martinez, qui gérait mes avantages sociaux depuis 8 ans. Jim, de quoi s'agit-il, a-t-elle demandé, en parcourant la lettre avec une vraie surprise. Il est temps de changer, ai-je répondu. Rien de personnel. La nouvelle s'est répandue rapidement dans notre open space. Avant le déjeuner, Brandon avait déjà convoqué une réunion d'urgence. Même salle de réunion vitrée. Même mobilier coûteux. Mais cette fois, son arrogance semblait forcée. C'est
Inattendu, a-t-il commencé, comme si ma démission était une sorte de catastrophe naturelle. Nous devons vraiment discuter du plan de transition. Un plan de transition. 22 ans de connaissances institutionnelles, et il voulait maintenant tout documenter en 2 semaines. Que faudrait-il pour que vous réévaluiez votre décision, a-t-il demandé, en se penchant en avant. Avec un intérêt soudain. Nous pourrions revoir la discussion sur la rémunération. Il était trop tard pour cela. Le respect accordé sous la pression n'est pas du respect. Je m'engage à faciliter la passation, ai-je dit. Gary Walsh semble être le choix logique pour reprendre les responsabilités principales. Gary était solide. Il avait 45 ans, comprenait les réseaux et travaillait dans l'entreprise depuis 7 ans, mais il n'avait jamais bâti d'infrastructure de sécurité à partir de rien. Il n'avait jamais vécu d'attaque majeure, ni témoigné devant des organismes de réglementation pour des défauts de conformité. Les 2 semaines suivantes ont semblé surréalistes. J'ai documenté tout ce que je pouvais, mais 22 ans d'expérience ne se transmettent pas en 320 heures. Certaines connaissances restent gravées dans l'esprit, acquises au fil de nuits tardives, de gestion de crise et d'erreurs. Tirées d'un passé que plus personne ne se rappelle. Gary a absorbé ce qu'il pouvait. Il posait de bonnes questions, prenait des notes soigneuses, et restait tard pour comprendre les systèmes de surveillance que j'avais créés, mais je voyais le poids de la responsabilité s'accumuler sur ses épaules. Il réalisait qu'il héritait de la responsabilité de systèmes qu'il n'avait pas conçus, de protocoles qu'il n'avait pas testés, et de relations avec des fournisseurs qu'il n'avait jamais gérés. Le paysage des menaces évolue tellement vite, m'a-t-il dit lors d'une session de passation. Comment faites-vous pour tout suivre? On ne suit pas, lui ai-je répondu. On garde une longueur d'avance. On part du principe que chaque système sera attaqué, que chaque utilisateur fera des erreurs, et que chaque fournisseur finira par décevoir. Ensuite, on bâtit en conséquence. Il a hoché la tête, mais je voyais bien que cette philosophie le dépassait. Il faut des années pour développer cet état d'esprit défensif, on ne peut pas le télécharger avec de la documentation. Lors de mon dernier jour, j'ai vidé mon bureau tandis que le lieu bourdonnait de son agitation habituelle. Toujours les mêmes conversations sur les objectifs de sprint et les indicateurs d'engagement des utilisateurs, toujours cette même certitude que tout continuerait de fonctionner sans accroc. Il n'avait aucune idée que le filet de sécurité allait disparaître. Brandon a tenu à passer à mon bureau pour des adieux publics. Poignée de main ferme, sourire professionnel, vœux de réussite future. Toute cette mise en scène sonnait creux, mais j'ai joué mon rôle. Ne restez pas un inconnu, a-t-il dit. Nous aurons peut-être des opportunités de conseil plus tard. J'ai hoché la tête poliment, sans mentionner que j'avais déjà signé une offre d'embauche chez CyberShield. Mon premier mois dans ma nouvelle entreprise a été comme sortir au grand jour après des années sous terre. L'équipe de Rebecca posait des questions au lieu d'exiger des solutions bâclées. Ils anticipaient les pires scénarios au lieu d'espérer le meilleur. Lorsque j'ai proposé des audits de sécurité complets pour de nouveaux clients, personne ne m'a demandé combien cela coûterait, ni combien de temps cela prendrait. Ils ont demandé à quel point l'audit serait approfondi. Le travail était stimulant d'une manière que j'avais oubliée. Des problèmes réels, appelant des solutions complexes. Des clients qui comprenaient que la sécurité n'était pas une option qu'on ajoutait à la fin, mais une fondation qu'on bâtissait dès le départ. Pendant ce temps, des nouvelles de mon ancienne entreprise commençaient à filtrer par le biais d'anciens collègues. Gary faisait de son mieux, mais la courbe d'apprentissage était raide. Les problèmes de performance réseau, autrefois résolus en quelques minutes, prenaient désormais des heures. Les rapports de conformité, que je générais automatiquement, nécessitaient à présent des recherches et des vérifications manuelles.
Rien de catastrophique, juste des frictions, de celles qui ralentissent tout sans que personne ne comprenne vraiment pourquoi. 3. Semaine après le début de mon nouveau travail, Gary m'a appelé un samedi matin. Sa voix trahissait un stress que je connaissais bien pour l'avoir vécu à mes débuts. Jim, nous observons des schémas de trafic inhabituels. On dirait que quelqu'un sonde nos interfaces externes. J'ai mis en place des contre-mesures de base, mais je ne sais pas trop quoi chercher d'autre. J'entendais le cliquetis des claviers en arrière-plan. Plusieurs personnes travaillaient un week-end, le genre de mobilisation générale qui survient quand un problème dépasse la simple maintenance de routine. Quel est le schéma, ai-je demandé. Un balayage systématique des ports. Mais lent. Presque comme s'ils essayaient de ne pas déclencher nos défenses. Automatisé, et cela provient de plusieurs plages d'IP sans lien apparent. 2. La reconnaissance classique. Le genre de sondage patient et méthodique qui précède les attaques sophistiquées. Je l'avais vu des dizaines de fois, toujours. Suivi par des tentatives plus sérieuses. En as-tu parlé à Brandon? Il dit de gérer ça en interne. Il ne veut pas alerter le conseil d'administration sans menace confirmée. Du Brandon tout. Cracher, ne jamais signaler les problèmes tant qu'ils ne se sont pas transformés en catastrophe. J'ai expliqué à Gary les démarches immédiates pour documenter ces tentatives d'intrusion, comment tracer les schémas de trafic, et quelles signatures recherchées dans les journaux d'événements. Cependant, je voyais bien qu'il était dépassé. Il essayait de jouer une partie d'échecs avec une expérience du jeu de dames. Devrais-je faire appel à des consultants externes, a-t-il demandé. Ce n'est plus de mon ressort. Désormais, ai-je dit, mais documente tout. Horodatage, adresse IP, vecteur d'attaque. Quoi qu'il arrive ensuite, tu auras besoin de ces preuves écrites. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans ma cuisine, une tasse de café à la main, à méditer sur cet échange. Une partie de moi avait de la peine pour Gary. C'était un brave gars, coincé dans une situation à laquelle personne ne l'avait préparé, mais une autre partie de moi se sentait vengée. Les problèmes contre lesquels j'avais mis en garde pendant des années devenaient enfin visibles. Linda m'a trouvé en train de regarder par la fenêtre 1 heure plus tard. Le travail t'appelle déjà le week-end, a-t-elle demandé. L'ancien travail, ai-je répondu. Ils ont des problèmes de sécurité. Elle s'est servi un café et s'est assise en face de moi. Tu ne penses tout de même pas à les aider? Non, ai-je dit. Les ponts sont coupés. Mais je me sens mal pour Gary. Gary n'a pas pris la décision de te pousser vers la sortie, m'a rappelé Linda. Il subit seulement les conséquences. Elle avait raison. Les personnes qui avaient créé cette situation étaient les mêmes qui avaient refusé d'investir dans une véritable infrastructure de sécurité, celle qui traitait les connaissances institutionnelles comme une dépense, plutôt que comme un actif. 2 semaines plus tard, la véritable attaque a commencé. La nouvelle est tombée un mercredi matin. Je révisais des évaluations de sécurité pour un nouveau client lorsque Rebecca a frappé à la porte de mon bureau, le visage sombre. Jim, tu dois voir ça, a-t-elle dit en me tendant sa tablette. Ton ancienne entreprise vient d'annoncer une fuite de données majeure. Le titre est tombé. Comme un coup de poing dans l'estomac, un géant de l'industrie subit une cyberattaque massive, des millions de dossiers clients compromis. En dessous figurait la photo du siège social dont j'étais sorti 6 semaines plus tôt. J'ai lu les détails avec une évidence grandissante. Les attaquants avaient exploité exactement les vulnérabilités que j'avais identifiées dans ma dernière évaluation de sécurité, les mêmes faiblesses que j'avais signalées comme des risques critiques nécessitant une attention immédiate, et ce même rapport que Brandon avait classé en priorité basse. Parce que la résolution de ces problèmes aurait exigé des investissements importants. Données clients, dossiers financiers, propriété intellectuelle, informations sur
Les employés. Tout ce que j'avais passé 22 ans à protéger se trouvait désormais entre les mains de criminels, prêts à le vendre au plus offrant. Les dommages financiers étaient effarants. Les premières estimations évaluaient les coûts d'intervention immédiate à 23 millions de dollars, mais ce n'était que le début. Les poursuites judiciaires pleuvaient déjà. Des enquêtes réglementaires ont été lancées, et l'action de l'entreprise a chuté de 67% en 2 jours. Cependant, ce qui a vraiment retenu mon attention était enfoui au 3e paragraphe des articles de presse, l'attaque avait commencé par la reconnaissance exacte dont Gary m'avait parlé. Ces schémas de trafic inhabituels constituaient les premiers coups d'une campagne sophistiquée, préparée sur plusieurs semaines. Gary m'a appelé cet après-midi-là. Il semblait épuisé, vaincu. Ils font intervenir le FBI, a-t-il dit, ainsi que des experts en analyse médico-légale de 3 cabinets différents. Tout le monde veut savoir comment c'est arrivé, et comment nous avons pu rater ça. Leur as-tu montré tes journaux d'incidents du mois dernier, ai-je demandé. C'est bien là le problème, Jim. La direction affirme que nous aurions dû faire remonter l'information plus tôt et mieux évaluer le niveau de menace. Brandon ne cesse de demander pourquoi nos protocoles n'ont rien détecté. J'ai failli rire devant tant d'ironie. C'est même protocole que Brandon voulait remplacer par de l'IA était aujourd'hui remis en cause pour n'avoir pas évité une attaque que l'expertise humaine aurait pu stopper. Que disent les consultants? Ils veulent revoir toute notre documentation de sécurité sur les 2 dernières années. Ils s'intéressent particulièrement aux récents changements de personnel, et cherchent à savoir si des connaissances clés ont été perdues pendant la transition. La voilà, la question que j'attendais. Gary, tu dois conserver ces rapports d'incidents d'octobre. Horodater tout. Documente chaque demande d'alerte et chaque réponse de la direction. La situation va devenir très laide, et tu ne dois pas servir de bouc émissaire. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel que j'attendais, tout en le redoutant, une assignation apparaître au niveau fédéral. La sous-commission parlementaire sur la cybersécurité voulait comprendre comment une fuite évitable avait pu compromettre les données personnelles de millions d'Américains. L'audience était fixée au 15 décembre. Le bureau de la sénatrice Patricia Warren a clairement fait savoir qu'il s'intéressait particulièrement à la chronologie des événements ayant conduit à la fuite, y compris aux avertissements qui auraient pu être ignorés par la direction. J'ai passé la semaine suivante à préparer mon témoignage avec l'équipe juridique de CyberShield. Les faits étaient simples, mais leurs implications s'avéraient explosives. Les courriels saisis lors de l'enquête du FBI montraient clairement que ma dernière évaluation de sécurité avait été classée en priorité basse par Brandon, 3 mois seulement avant que les vulnérabilités exactes que j'avais identifiées ne soient exploitées. La salle d'audience était impressionnante. Colonne de marbre, boiserie en acajou, sénateur au visage grave et caméra enregistrant chaque mot. J'avais déjà témoigné devant des organismes de réglementation pour des questions de conformité, mais jamais devant le Congrès. Pour un incident de sécurité nationale. La sénatrice Warren a mené l'interrogatoire, Monsieur Holloway, pendant combien de temps avez-vous exercé les fonctions de directeur de la sécurité informatique au sein de l'entreprise? Touché? 22 ans, sénatrice. Et dans votre dernière évaluation de sécurité, aviez-vous identifié les vulnérabilités qui ont été exploitées lors de cette attaque? Oui. Sénatrice. Le vecteur d'attaque était clairement décrit dans mon rapport de septembre comme un risque critique, nécessitant une intervention immédiate. Elle a brandi un courriel imprimé. Selon les documents fournis par votre ancien employeur, cette évaluation a été classée en priorité basse par la direction générale. Pouvez-vous expliquer ce que cela signifie concrètement dans le contexte de la sécurité d'une entreprise? Sénatrice, cela signifie que les risques identifiés ont été reconnus, mais qu'ils n'ont pas été jugés suffisamment urgents pour y allouer du budget ou des ressources de correction.
Selon votre avis d'expert, la prise en charge de ces vulnérabilités aurait-elle évité cette fuite? Oui, sénatrice. L'attaque en question reposait entièrement sur des systèmes non corrigés et des protocoles obsolètes que j'avais recommandé de remplacer. La salle est devenue silencieuse comme une tombe, on pouvait entendre le bruit des appareils photo qu'on ajustait. Monsieur Holloway, vous avez quitté votre poste environ 6 semaines avant l'attaque. Votre départ était-il lié à des désaccords sur les priorités de sécurité? C'était la question cruciale, celle qui déterminerait si cette audience porterait sur une négligence de l'entreprise ou sur de la simple malchance. Sénatrice, j'ai demandé une révision salariale qui m'a été refusée. Au cours de cette discussion, on m'a expliqué que ma méthode rigoureuse n'était plus en phase avec la volonté de l'entreprise d'aller plus vite, et de manière plus agressive. On m'a conseillé d'envisager une retraite anticipée. Vous a-t-on dit explicitement que vos protocoles ralentissaient les opérations commerciales? Oui, sénatrice. On m'a affirmé que des solutions de sécurité gérées par l'IA seraient plus efficaces et plus rentables que l'expertise humaine. La sénatrice Warren s'est penchée en avant. Pour être clair, monsieur Holloway, on vous a dit en substance que vos 22 ans d'expérience étaient devenus obsolètes? C'est exact, sénatrice. L'audience s'est poursuivie pendant 3 heures. Parmi les autres témoins se trouvait Gary, qui a fait de son mieux pour expliquer la chronologie des événements, et Brandon, qui a passé la majeure partie de son temps à se dédouaner, vantant l'engagement supposé de l'entreprise dans la cybersécurité. Interrogé sur le classement en priorité basse de mon rapport, Brandon a prétendu que cela s'inscrivait dans le cadre d'un réexamen stratégique plus large des investissements. Lorsqu'on l'a pressé de dire si des considérations financières avaient influencé les décisions, il s'est réfugié derrière des éléments de langage préparé sur la gestion des priorités de l'entreprise. Le contraste était saisissant. Gary et moi avons fourni des détails techniques précis, des horodatages et des preuves documentées, tandis que Brandon n'offrait que de la langue de bois et de l'esquive. Après mon témoignage, je suis sorti de la salle en ressentant une émotion inattendue, du soulagement. Pendant 22 ans, j'avais rédigé des rapports, soulevé des inquiétudes, et vu tout cela disparaître dans les méandres d'une hiérarchie qui privilégiait les résultats trimestriels à la sécurité à long terme. Enfin, quelqu'un posait les bonnes questions. La couverture médiatique a été immédiate et sans pitié, non pas en raison d'un drame politique, mais parce qu'elle mettait en lumière une réalité que la plupart des gens commençaient à comprendre, le coût réel du traitement de la cybersécurité comme une simple dépense, plutôt que comme un investissement. Brandon a été renvoyé 2 semaines après mon témoignage. Le conseil d'administration a nommé un nouveau PDG, doté d'une vraie formation technologique, quelqu'un qui comprenait que la sécurité n'était pas une option qu'on ajoute à la fin, mais une fondation qu'on construit dès le départ. Gary a quitté l'entreprise un mois plus tard, épuisé d'avoir essayé de reconstruire ce qui n'aurait jamais dû être détruit. Aux dernières nouvelles, il a accepté un poste dans une structure plus petite, qui valorisait son expérience plutôt que sa capacité à travailler 80 heures par semaine pour réparer les erreurs des autres. Les poursuites judiciaires, elles, continuaient de tomber. Des recours collectifs lancés par des clients dont les données avaient été volées, des poursuites d'actionnaires affirmant que le conseil d'administration avait manqué à son devoir de protection des actifs. Sans compter les amendes réglementaires de la FTC, qui ont fait passer les 23 millions de dollars initiaux pour de la petite monnaie. Pendant ce temps, mon rôle chez CyberShield a pris une ampleur que je n'aurais jamais pu imaginer. Rebecca m'a promu directeur de la sécurité, CSO, et m'a confié une équipe de 12 analystes. Nous nous sommes spécialisés dans l'accompagnement des entreprises qui avaient appris, à leurs dépens, que la sécurité n'était pas négociable. L'ironie de la situation ne m'échappait pas, mon ancienne entreprise est devenue l'un de nos cas d'école sur ce qu'il ne faut pas faire en matière de
Cybersécurité. Leur faille était l'exemple parfait de ce qui arrive lorsque la direction confond vitesse et efficacité, innovation et imprudence. 6 mois après l'audience au Congrès, j'ai reçu une reconnaissance que je n'attendais pas. Le NIST, National Institute of Standards and Technology, m'a invité à rejoindre un comité consultatif sur le développement de la main-d'œuvre en cybersécurité. Apparemment, mon histoire avait résonné auprès des législateurs, inquiets du vieillissement et de la perte d'expertise dans ce domaine. La mission du comité était simple, trouver le moyen de conserver les professionnels expérimentés, au lieu de les pousser vers une retraite anticipée. Il s'est avéré que je n'étais pas le seul à m'être entendu dire que des décennies d'expérience n'étaient qu'une pensée obsolète. Lors de notre première réunion à Washington, j'ai rencontré d'autres personnes ayant vécu des parcours similaires, un ancien analyste de la NSA, restructuré, pour avoir remis en cause le calendrier de migration vers le cloud. Ou encore un directeur de la sécurité dans les services financiers, remplacé par un système d'IA qui a tenu exactement 3 mois, avant qu'on ne doive faire de nouveaux appels à une expertise humaine. Nous avions tous des histoires où l'on nous avait sous-évalués, jusqu'au moment précis où notre savoir-faire était devenu désespérément nécessaire. Ce travail était gratifiant d'une manière que je n'avais jamais connue dans le monde des grandes entreprises. Nous ne nous contentions pas de rédiger des règles, nous changions la façon dont les organisations percevaient l'expérience dans des secteurs en mutation rapide. Nos recommandations ont été intégrées aux directives fédérales de cybersécurité, soulignant la valeur irremplaçable des connaissances institutionnelles et de la gestion de crise. 1 an après avoir quitté mon ancienne entreprise, j'ai été invité à m'exprimer lors de la conférence RSA, le plus grand rassemblement de cybersécurité d'Amérique du Nord. Le sujet de mon intervention, pourquoi les cheveux gris comptent dans la sécurité de l'information. Debout sur cette scène, face à 5000 professionnels, j'ai repensé à la salle de réunion de Brandon et à ses propos méprisants sur la pensée obsolète. La salle était remplie de personnes comme moi. Des vétérans qui avaient vu les attaques évoluer, qui avaient appris à penser comme l'adversaire, et qui comprenaient que la menace la plus sophistiquée n'est pas toujours la plus récente. La technologie évolue vite, leur ai-je dit, mais les attaquants, non. Ils utilisent la même ingénierie sociale, la même patience et la même compréhension des faiblesses humaines depuis toujours. Les outils évoluent, mais les fondamentaux restent constants. Ce n'est pas une pensée obsolète, c'est de la sagesse. Les applaudissements étaient sincères, mais ce qui comptait le plus, ce sont les discussions qui ont suivi. De jeunes analystes me posaient des questions sur leur évolution de carrière. Des professionnels à mi-parcours cherchaient à valoriser leur expérience, et des seniors partageaient leurs histoires d'éviction sous prétexte de modernisation, alors qu'ils avaient servi loyalement pendant des décennies. J'ai réalisé que mon histoire n'était pas unique, elle représentait un phénomène généralisé dans le monde de l'entreprise. La dévaluation systématique de l'expérience, au profit de la vitesse, de l'innovation de façade et de la réduction des coûts. Il y a 3 mois, j'ai reçu un appel d'une source inattendue, l'amiral Charles Brennan, nouveau président du conseil d'administration de mon ancienne entreprise, souhaitait discuter de mon retour en tant que consultant pour reconstruire leur programme de sécurité. J'ai écouté sa proposition. Des honoraires très élevés, une autorité totale sur l'architecture de sécurité, et un raccordement direct au conseil d'administration, sans passer par la direction générale. Tout ce qui était impossible lorsque j'étais employé devenait soudainement accessible en tant que prestataire. Nous avons appris des leçons douloureuses, a dit l'amiral. Le conseil d'administration réalisa présent que la sécurité n'est pas un problème de technologie, mais un problème de leadership. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprenne à la fois les implications techniques et commerciales de nos décisions. J'ai refusé poliment, non pas parce que l'offre manquait de générosité, mais parce que certaines leçons ne s'apprennent que par l'expérience. Il devait
Reconstruire leur culture de sécurité à partir de zéro, avec des dirigeants capables d'en comprendre la valeur avant qu'une crise ne les y contraigne. De plus, j'avais du travail plus important à accomplir, un vrai travail, aux côtés de personnes qui comprenaient que la cybersécurité ressemble à un système de digue, personne ne le remarque tant qu'il fonctionne parfaitement, mais dès qu'il cède, tout le monde exige de savoir pourquoi les ingénieurs n'ont pas empêché l'inondation. La NSA, National Security Agency, m'a contacté le mois dernier. Ils élaborent de nouvelles directives pour la protection des infrastructures critiques et souhaitent intégrer des vétérans du secteur à leur comité consultatif. Cette nomination s'accompagne d'une habilitation de sécurité et d'une contribution directe aux politiques qui protégeront le réseau électrique, les systèmes financiers et les réseaux de communication. C'est le genre de reconnaissance qui demande toute une carrière. L'ironie est que je l'obtiens aujourd'hui, à 56 ans, précisément parce que j'ai refusé de croire que l'expérience était devenue inutile. Avec le recul, je comprends ce qui s'est réellement passé dans cette salle de réunion vitrée. Brandon ne m'a pas seulement refusé une augmentation, il a révélé l'incompréhension fondamentale qui caractérise une trop grande partie de la culture d'entreprise moderne, cette croyance selon laquelle l'expérience est un coût et non un investissement. Ils ont appris le contraire à leurs dépens. Il aura simplement fallu que cela leur coûte leur réputation, la confiance de leurs clients et une enquête du Congrès pour qu'ils retiennent la leçon. Si vous lisez ceci et que vous reconnaissez ce schéma, comprenez bien une chose essentielle, votre expérience n'est pas obsolète sous prétexte que la technologie progresse. Votre jugement, votre gestion des crises et votre compréhension de la vulnérabilité des systèmes sous pression. Rien de tout. Cela ne devient dépassé simplement parce que quelqu'un invente un outil plus récent. Ne laissez personne vous convaincre que la sagesse est une faiblesse. Documentez votre travail, connaissez votre valeur, et ne confondez pas la loyauté avec l'invisibilité. Car lorsque le vrai test arrive, les entreprises ne cherchent pas la solution la moins chère ni la mise en œuvre la plus rapide, elles demandent quelqu'un qui a déjà tout vu, et qui sait exactement comment stopper l'hémorragie. L'expérience n'est pas une pensée obsolète. C'est la différence entre survivre à la prochaine crise et devenir un exemple frappant des risques encourus lorsque l'on confond la vitesse avec la force.